Salut à toutes et à tous, c'est Mathieu Loubière, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Pour ce 36e épisode, je vous propose de vous faire découvrir la prise en charge kinésithérapique des personnes musiciennes. Pour cela, j'ai reçu Louis Miguerou, qui est un jeune kinésithérapeute passionné du domaine. Il travaille en libéral et reçoit entre autres des patients musiciens. À travers ce premier épisode, vous en apprendrez beaucoup sur la physiopathologie et la prévalence de troubles musculo-squelettiques chez ces patients qui restent à la fois classiques mais singuliers. Nous évoquons également la sphère psychosociale et les pressions subies par cette population. J'espère que vous apprécierez. Vous le savez, vous pouvez accéder à l'ensemble des épisodes, mais aussi à des extraits de conférences, des cours gratuits ou des contenus sur notre site internet www.gem-k.com dans la rubrique blog. N'hésitez pas à partager, liker, commenter l'épisode et pour ne pas rater les suivants, abonnez-vous, quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du podcast de GMK. Vous savez, c'est un rendez-vous que moi j'apprécie particulièrement parce que c'est l'occasion pour moi de discuter avec d'autres professionnels et c'est toujours source de grande richesse. Alors aujourd'hui, je suis hyper content de recevoir Louis qui va se présenter juste après. On va vous parler pendant une heure du musicien. Alors moi c'est un thème que j'aime beaucoup parce que vous avez peut-être déjà eu ce type de patients, ils ont des exigences particulières, ils ont aussi des demandes professionnelles particulières ou même dans le cadre du loisir et donc on va essayer d'y voir un petit peu plus clair aujourd'hui. Mais avant ça, on va commencer par les présentations. Alors bonjour Louis, comment vas-tu ? Bonjour Mathieu, ça va super, je te remercie, merci de l'invitation. Avec grand plaisir, ça faisait un moment que je voulais le faire, je sais que je t'avais tanné depuis de nombreux mois. Et puis dès que tu m'as dit ok c'est bon on y va, j'étais hyper content, on l'a programmé tout de suite. Tu pourrais peut-être te présenter ? Bien sûr. Donc je m'appelle Louis Miguerou, je suis kiné, diplômé de l'école de Dijon de 2020. Je suis donc masseur kinésithérapeute en libéral. J'ai fait 1 an et demi de remplacement. Et maintenant, depuis le mois de décembre 2021, j'exerce à Grenoble en cabinet libéral avec une prise en charge principalement musculo-squelettique et également une prise en charge en réentraînement à l'effort pour des patients parcours bariatrique ou BPCO avec des pathologies respiratoires au long cours. Donc voilà pour le côté boulot. En termes de formation, je suis sorti de l'école il n'y a pas très longtemps. J'ai fait la clinique du coureur 1.0, 1.1. En ce moment, je suis en formation avec toi en thérapie manuelle. Donc on est en 2e cycle et on termine normalement à la fin de l'année. Voilà, donc pour les formations que j'ai faites, également quelques e-learning, mais bon voilà, sur les grosses formations. Sinon, après, je suis musicien aussi, donc c'est ça qui fait que je suis aussi un petit peu là aujourd'hui. Donc j'ai fait du violon au conservatoire d'Auxerre pendant 9 ans, et puis après un peu de basse électrique, puis guitare, piano, etc. Plusieurs instruments, plus autodidacte pour le plaisir. D'où aujourd'hui l'intérêt de discuter de tout ça, ce côté musculo-squelettique, puisque je pense qu'on va beaucoup parler de ça pour les musiciens, et la musique, puisqu'on est sur deux choses qui ont je pense, des particularités, des spécificités. Avant de démarrer, j'ai oublié de le préciser, j'essaie toujours de le dire avant, vous êtes sur un podcast qui est hébergé par un organisme de formation, GMK, je le dis parce que moi j'ai des liens d'intérêt puisque je co-gère cet organisme et que effectivement, même si on n'a pas de lien direct tous les deux, effectivement je t'accompagne dans un cursus de formation. Ça a été l'occasion de se rencontrer d'ailleurs dans ce cadre-là, donc voilà, ça c'est mes liens d'intérêt. Est-ce que toi, de ton côté, tu as des liens d'intérêt à déclarer ? Je ne pensais pas le dire un jour, mais effectivement, maintenant, j'ai des liens d'intérêt parce que j'interviens donc dans une formation qu'on a montée avec Xavier Malamassi, que Xavier a montée et que j'ai rejoint très rapidement, qui forme justement sur les
pathologies des musiciens et sur la prise en charge des musiciens, mais qui a démarré cette année. D'accord. C'est parce que le marché de la formation pour les musiciens, enfin pour les pathologies des musiciens, de mémoire, il y avait médecine des arts à un moment donné. Bien il y sûr. a d'autres choses. Il y a eu plusieurs choses. Donc, il y a eu médecine des arts qu'on connaît depuis un moment. Il y a une personne qui s'appelle Marie-Christine Mathieu qui a formé Xavier, qui propose encore, je crois, des formations. Je dirais que voilà, c'est ce qui existe aujourd'hui. Après, il y a des masters en neurologie du mouvement, des choses comme ça qui s'intéressent de temps en temps à ce sujet-là. Mais en France, on va dire qu'il y a surtout ces 3 formations-là de mémoire. Et il existe aussi des choses à l'étranger. Est-ce que tu as une idée du pourcentage de kinés qui se sont spécialisés là-dedans ou du nombre de kinés? Pourcentage, non. Nombre, je dirais. Alors, des gens qui travaillent vraiment, vraiment tout le temps avec les musiciens, et c'est-à-dire pas juste des gens qui ont fait la formation. Je pense qu'il y en a entre 10 et 20 en France, un peu dans les grandes villes. Sur Paris, un peu plus nombreux. Je sais qu'il y a Fabienne Poulet à Marseille, il y a quelqu'un qui est à Toulouse, il me semble. Xavier, avec qui je travaille, est à Lyon. Il y a à Paris, j'ai oublié les noms. Bref, il y en a à Paris quelques-uns aussi. Et une grosse clinique. Papillon, non? Oui, Marc Papillon, bien sûr. Voilà. Coralie Cousin. Peut-être qu'on peut préciser à ceux qui nous écoutent que il est probable que les kinés justement spécialisés là-dedans se situent surtout dans les grandes villes, parce que dans les grandes villes, on a les CNSM, les conservatoires supérieurs de musique, et c'est là où en fait on centralise la plupart des personnes qui vont jouer un instrument, peut-être 7 heures, 8 heures, 9 heures par jour. Je pense qu'on va y revenir, mais je pense que c'est plus eux qui vont avoir des pathologies musculo-squelettiques de type TMS. Et donc je pense que ça explique pourquoi tous les kinés spécialisés sont centrés là-dedans. Alors oui, en grande partie bien sûr, ça centralise. C'est aussi les musiciens, c'est des gens qui tournent. Et donc souvent ils passent dans les grandes villes. Donc même s'ils habitent à un endroit, et des fois ils en profitent pour passer, ils vont dans les grandes villes et ils vont faire une consultation un petit peu spécialisée. Donc oui, les professionnels, bien sûr, les étudiants en pré-professionnalisation, on va dire. Un peu d'amateur aussi, parce qu'il y a des fois, l'amateur en musicien ne veut pas dire moins de charge de travail. Je pense à un patient en ce moment qui est retraité et qui fait de la musique. En termes de charge, ça représente à peu près ce que fait un pro dans la journée, quoi. Ouais, ça va être la question qui allait arriver. Effectivement, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est pas que les professionnels qui en vivent, mais également aussi toute cette population de gens amateurs, voire amateurs éclairés. À partir de quand tu considères que on peut avoir un impact quand on compare la quantité de travail de l'instrument et les troubles musculo-squelettiques? Alors, il y a des papiers qui sont sortis là-dessus, sur qu'est-ce qu'un joueur de haut niveau. Il y a des quantités en termes d'heures, à plus de 10 000 heures passées sur l'instrument. Des choses comme ça pour essayer d'identifier un petit peu en termes d'années, de pratique d'instruments, des choses comme ça. C'est assez compliqué parce que effectivement, voilà, on peut avoir des profils de personnes qui sont amateurs avec des grosses charges de travail. Je dirais quand même que en atteinte, quand même les professionnels sont quand même plus soumis et plus impactés que les amateurs. Et ils ont aussi quelque chose qui rentre en jeu, c'est tout l'aspect sécurité du boulot, du travail, leur place dans l'orchestre, et on va dire toutes les contraintes que ça peut amener, l'ambiance qu'il peut y avoir de compétition à l'intérieur d'un orchestre professionnel, qui peut jouer là où ça jouera beaucoup moins chez les amateurs. Ok, donc justement, on a un petit peu commencé à ébaucher un petit peu la problématique sur laquelle on va se concentrer. Est-ce que tu pourrais nous dire si ces troubles musculo-squelettiques chez les musiciens sont si fréquents que ça? Et est-ce que, en allant un petit peu plus loin sur ce que tu viens de dire, il y a vraiment une nette différence en termes de localisation pour les amateurs ou pour les professionnels? Alors, en termes de prévalence, tout à l'heure, c'est plutôt des chiffres qu'on a chez les professionnels, donc 80% de problèmes de douleurs musculo-squelettiques ou de douleurs qui entraveraient un petit peu la capacité à jouer de l'instrument.
chez les professionnels. Chez les amateurs, c'est légèrement plus faible, on est plus dans l'ordre de 70-76%. Alors après, les études sont bien sûr pas toutes d'accord. Il y en a quand même plus d'études sur les professionnels que sur les amateurs. Et il y a plein d'études sur les étudiants, parce que c'est une population qui est facile, qui est concentrée dans un endroit, à laquelle on peut faire passer des questionnaires. Et là, c'est plus difficile d'avoir le niveau, parce que dans certains niveaux, c'est là où se fait la sélection. Donc, il y a un petit peu... Donc voilà, je dirais que globalement, tous les musiciens sont atteints, même dans l'amateur. Par contre, les professionnels ont en plus une charge de job qui fait que ça potentialise peut-être certaines douleurs et sont quand même plus atteints. Donc c'est fréquent. Après, on ne fait pas aussi attention à la même chose chez un musicien qui démarre son instrument que chez un musicien qui est déjà en pleine maîtrise et en pleine possession de ses capacités. D'accord. Et donc, quand tu dis 70 à 80%, ça veut dire que sur 100 patients musiciens qu'on est susceptible de voir, de croiser en dehors de nos soins, il y en a 70 qui vont présenter des symptômes de troubles musculo-squelettiques. Et ces gens-là consultent pas, ou est-ce qu'on a une idée du pourcentage de consultation? Alors, le pourcentage de consultation, en tête, j'ai pas un chiffre précis. Par contre, il est montré qu'un musicien va moins consulter que quelqu'un dans la population générale. C'est possible que le chiffre traîne dans l'étude, il faudrait que je regarde. Mais, On sait pourquoi ça? Eh ben, donc, oui, on sait pourquoi. On a posé la question aux musiciens, et ce qui est ressorti, c'est on va pas comprendre mon problème. Quand je l'explique, on ne comprend pas. On ne comprend pas mes contraintes, ce à quoi je suis soumis, ou en tout cas, pas avec la finesse et l'exigence avec laquelle je joue de mon instrument. Il y a quand même dans la formation, aujourd'hui en France musicale, dans des hauts conservatoires, une forme d'élitisme et qui se retranscrit aussi derrière dans les exigences de traitement. Et donc un kiné qui maîtrise pas, ou un professionnel de santé qui maîtrise pas le jargon, les contraintes que peut représenter le jeu d'un instrument, même des fois des instruments très particuliers. Je pense comme ça à la viole de gambe, des instruments que j'avais pas forcément beaucoup vu jouer, de se dire ah oui, là il doit tenir son archet comme ça. Même en étant initié musicalement, des fois on est surpris par certaines choses. Il y a des choses dont on ne se doute pas. Donc ils se sentent incompris, en tout cas ils ont un besoin, si je te suis, de ressentir que le thérapeute qui va s'occuper d'eux a des compétences non seulement sur le métier, mais également sur l'instrument joué, sur les contraintes. Exactement. Je dirais qu'un élément fondamental aussi de la prise en charge du musicien, c'est de lui parler de son son, c'est de lui parler de ça. C'est-à-dire que l'objectif, si on compare, on fait souvent le parallèle avec les kinés du sport, à raison et à tort parfois. Mais l'objectif du musicien, souvent, c'est le son. C'est d'avoir un son qu'il considère comme bon. Et donc, du coup, si on lui dit que certaines choses peuvent améliorer la portance de son son, les harmoniques, la couleur, la projection du son, notamment sur les instruments qui vibrent, là, le musicien sera tout de suite plus sensible. Que si on lui dit on va essayer que vous jouiez avec le moins de douleur possible. Alors ils y sont sensibles, mais si en plus on intègre cette partie-là, ils le seront d'autant plus. Donc je pense qu'ils sont vraiment à la recherche de ça. Peut-être qu'on touche du doigt quelque chose qui me paraît justement assez spécifique à ces patients et ces patientes, qui est le lien entre un besoin physique nécessaire pour jouer de l'instrument, que ce soit de souffler dedans, de venir frotter des cordes ou appuyer sur une touche de piano, et d'un autre côté, tout le versant artistique. Et en fait, on ne peut pas faire l'un sans l'autre, j'ai l'impression. C'est-à-dire que si on veut avoir une intention artistique, il faut que le corps puisse suivre. Du coup, peut-être que c'est cette problématique-là qui pose aussi des soucis aux thérapeutes, parce que j'imagine que ce n'est pas toujours simple pour un kiné de gérer ces patients qui ont ces demandes très spécifiques et assez exigeantes.
Bien sûr. Bah, déjà, quand on voit que même avec un patient qui n'a pas ou qui a une pratique ou des contraintes qu'on maîtrise parce qu'on les a déjà abordées, que ce soit en formation initiale ou en formation continue, c'est déjà compliqué de prendre en charge un patient. Si en plus on vient rajouter des choses qui, nous, de temps en temps, pourraient nous paraître du détail, mais qui sont essentielles pour le patient qui est devant nous, et ben c'est là où peut se créer aussi une différence de dialogue et on ne parlera pas sur le même niveau. Et donc c'est ça qui est important aussi dans le bilan. Bon, après, ça rejoint, mais c'est quel est l'objectif de mon musicien. Il y en a qui vont des fois dire aussi peut-être que c'est pas forcément les douleurs qui les gênent, mais ils ont l'impression de ne pas jouer avec leur technique habituelle ou d'être gênés par ça. Et donc que leur son est impacté. Et dans ces cas-là, il faut pouvoir y répondre, pouvoir savoir peut-être pourquoi, euh, et d'essayer de nous trouver le juste milieu aussi entre la remise en cause d'une position, parce qu'on n'est pas là pour ça, on n'est pas là pour apprendre aux gens à jouer de leur instrument, mais en même temps les guider vers une posture ou une position qui serait plus optimale. Euh, Tu penses que ces musiciens, ce sont des patients qu'on pourrait dire un peu comme les autres ou pas? Oui, ils sont comme les autres dans le sens où il faut qu'on aille évaluer chez eux toute leur sphère biopsychosociale. Donc ça, c'est quelque chose qu'on bien sûr on essaye de mettre en place avec tous nos patients. Euh, les différences qu'on aura, c'est que par exemple, un musicien qui viendra consulter, il aura déjà fait un chemin personnel pour venir et de parler de son professionnel, de parler de son problème, pardon, surtout s'il est professionnel, parce que les professionnels sont un peu en tabou des fois sur leurs problèmes, par des contraintes aussi, où on pourrait les licencier, ou voilà. Donc ils en parlent peu, surtout entre eux. Et donc, on va dire qu'il aura déjà fait une démarche personnelle, plus importante, je pense, que certains patients. Et quand on va lui proposer des solutions, il va les appliquer tout de suite et même voir trop. On va lui proposer par exemple une modification de sa position au niveau de l'épaule. Et là, il va se mettre à appliquer cette modification tout de suite, à fond, en jouant beaucoup pour l'intégrer, pour l'intégrer, pour l'intégrer. Alors, c'est pas tout le temps ce que j'ai avec mes patients au quotidien. J'ai plutôt des fois tendance à essayer de trouver les clés et les freins qui les empêchent de faire les exercices que potentiellement je leur donne. Là, c'est quand même aussi quelque chose, une particularité qu'on retrouve chez les musiciens, c'est qu'il va être, une fois qu'on lui aura donné un conseil et qu'on aura instauré une relation de confiance, il va avoir confiance à 100%. Et donc là, ça met un petit peu de pression sur la rééducation parce on se sent voilà, très très écouté. Et donc, faut pas dire de conneries, quoi. Ce sont donc des patients qui sont exigeants, mais très observants et assez auto-efficaces finalement. Exactement. J'ai le cas là en ce moment. Et donc, c'est vrai que pour moi une autre prise en charge. Et on ne cherche pas de frein à la mise en place de certains exercices. On cherche plutôt à les freiner. Euh, on parle depuis tout à l'heure des atteintes musculo-squelettiques. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des atteintes qu'on retrouve plus et j'imagine que ça doit changer en fonction des instruments. Est-ce que, je sais pas moi, par exemple, les instruments à cordes, on va retrouver plus des problèmes d'épaule? Est-ce qu'il y a des prévalences plus importantes en fonction des instruments? Alors, les instruments qui sont en tout cas dans la littérature les plus porteurs de douleurs musculo-squelettiques sont les instruments à cordes et notamment à cordes supérieures, violon, alto principalement. C'est aussi les plus étudiés parce que faut quand même remarquer que dans un orchestre, il y a un certain nombre de violons et un certain nombre de contrebasses. Donc c'est aussi voilà, le violon est l'instrument un peu roi dans l'orchestre, celui qui est accordé un peu plus lumineux, celui à qui on donne un peu plus d'importance. Donc dans la recherche, c'est un peu ça aussi. Mais semblerait-il que à toute proportion gardée, il soit aussi le plus pourvoyeur de douleur et que les cuivres le soient un petit peu moins. Voilà, c'est ce qu'on peut dire. Moi, quand j'ai trouvé ça, je trouvais un peu étonnant parce que le cuivre, il y a quand même le port, il y a une charge, il y a des instruments qui sont lourds. Bon, voilà ce qui est dit dans la littérature en tout cas. En termes d'atteinte, c'est pas. Alors, il y aura des atteintes spécifiques en fonction de certains instruments, effectivement. Mais globalement, les musiciens ont un peu tous mal au même endroit. C'est assez réparti, on va dire entre à peu près 20-22% entre les cervicales, l'épaule et les lombaires. Voilà. Il n'y a pas de pathologie du membre inf.
Peu de, Même chez le batteur. peu de pathologie du membre inf. Alors effectivement, chez les percussionnistes qui sont pareil, des musiciens qui sont pareil, il n'y a pas de latéralisation chez le batteur. Les troubles sont répartis un peu plus de manière un peu plus uniforme sur le corps. Il peut y avoir aussi des choses de membre inf et des problèmes d'assises qui peuvent impacter le membre inférieur. Ça, pour le coup, ça peut arriver. Mais ce sera plutôt une problématique lombaire. C'est peu de tendinopathie, du membre inf, on retrouve pas ça chez les batteurs. Enfin, peu en tout cas. Et donc, membre supérieur et rachis cervical, j'imagine qu'il y a beaucoup de souffrances tendineuses. Alors Et oui, puis, quand tu parles du rachis, c'est quoi? C'est en lien. Alors, attention, je vais prononcer un terme qui va peut-être en faire bondir certains ou certaines, mais de posture. Parce que là, pour le coup, on est sur des personnes qui peuvent rester peut-être 6-7 heures dans la même position. c'est exactement ça. Alors, effectivement, moi je suis diplômé on va dire, de la réforme de 2015, où on nous parle beaucoup moins de posture, où effectivement on peut de temps en temps arriver à en trouver que c'est un gros mot et que enfin qu'il faut pas du tout en parler. Je pense quand même que pour quelqu'un qui reste dans une position très longtemps, si on lui donne pas deux trois clés pour l'optimiser, enfin je pense qu'on peut trouver des clés pour optimiser ça et puis lui permettre de trouver deux trois solutions. C'est ce qui m'a c'est ce qui m'a un peu interrogé quand j'ai commencé à ouvrir ou à explorer ce milieu-là. Donc j'avais commencé à faire mon mémoire, enfin j'ai fait mon mémoire de fin d'études dessus. Et je me suis dit, ah, on va trouver beaucoup de trucs sur la posture et il y en a. Je dis, j'aimerais bien trouver aussi un petit peu autre chose. Ou est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a le problème, il n'est pas autre part? Le fait est qu'en discutant avec les kinés qui, eux, travaillent depuis plus longtemps que moi sur les musiciens, il y a quand même des choses à faire et c'est pas du tout enfermer On en revient en fait à un discours qui est similaire, c'est pas enfermer le patient dans une position, c'est plutôt lui donner certaines armes pour pouvoir en varier sans, on va dire, sans perte de tonicité pour le jeu musical. Voilà, on va dire ça comme ça. Et je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que là, pour moi, il y a une petite problématique qui se pose avec ce que tu as évoqué avant. Donc moi, à titre de personnel, je fais du piano, j'en ai fait beaucoup, et je ne vais pas utiliser le terme subir, mais en tout cas, j'ai eu l'occasion d'avoir certains enseignants en musique qui étaient sur des conceptions relativement rigides au niveau du positionnement, je pense au pianistique par exemple. Et d'un autre côté, on a ce que va dire la littérature sur la posture en disant peut-être que effectivement, il ne faut pas rester trop rigide dans une posture bloquée. Et donc, est-ce que parfois, au niveau des freins, tu n'as pas cette difficulté entre sortir d'une espèce de tradition de faut tenir son archet comme ça ou absolument poser la main bien à l'horizontale et pas les doigts tendus, versus biomécaniquement ce qu'on sait maintenant du fonctionnement d'une main, du fonctionnement d'une épaule, du fonctionnement d'une colonne? Eh ben, c'est bien sûr tout un enjeu. On a déjà commencé à aborder le sujet de tout à l'heure. Effectivement, il ne faut pas du tout rentrer en conflit avec. On n'est pas là pour apprendre aux patients à jouer de son instrument. Donc, il faut essayer de rentrer le moins possible en conflit avec sa posture et sa position avec laquelle il a apprise. Parce que des fois aussi le corps trouve les solutions un peu tout seul et le patient le patient musicien met déjà en place certaines compensations, mais des compensations qui sont chez lui logiques par rapport, je sais pas, à une taille de la main par rapport à l'instrument. Tu parlais du piano, voilà, où il y a quand même une contrainte, l'instrument physique, on peut pas trop le changer. Donc, donc voilà. Et c'est voilà, de ne pas rentrer en conflit avec le professeur. Et donc du coup, c'est juste par petites touches. C'est vraiment des petites, touches d'optimisation. On revoit pas toute une posture générale en disant ça va pas du tout, il faut tout reprendre. Voilà. On essaye de trouver les mots et les petits tips, si je puis dire, chez le musicien pour qu'il puisse, de sa position, trouver une position qui soit plus confortable, un peu plus cohérente d'un point de vue musculaire et biomécanique. Comment tu expliques qu'il y ait cette espèce parfois de rigidité dans les conservatoires? Je pense au conservatoire où on a des professeurs qui sont peut-être sur une tradition de positionnement, de tenue, d'archer ou autre. Elle s'explique parce que la musique a toujours été comme ça, quelque chose de très,
on a les maîtres, on a nos maîtres, on a nos professeurs qui nous apprennent. Il y a eu comme ça quelque chose de très paternaliste. Et puis, comme c'est quelque chose d'assez, je dirais, traditionnel dans l'approche, notamment dans les conservatoires, on remet peu en cause ce que dit le grand maître, parce que c'est lui qui détient un certain savoir, et donc on va l'écouter sans forcément se poser de questions, sans forcément... voilà, et puis s'il nous dit c'est normal, t'as mal, tu joues, c'est bien, si t'as mal, ça veut dire que tu travailles bien, on va plutôt suivre ça. Je pense qu'il y a vraiment un manque de connaissances sur le corps dans le cursus de conservatoire. Euh, et donc du coup, moi je mettrais ça sur le compte que la musique, et notamment au conservatoire, reste quelque chose d'assez élitiste, et donc de traditionnel, donc sur lequel il faut pas trop toucher. Et c'est comme ça qu'on fait depuis des années, et il y a des gens qui sont très bons comme ça, donc il faut continuer à faire comme ça. Ouais, c'est ça. On a évoqué dans les freins à la progression ce type de comportement, en tout cas peut-être les habitudes ou les traditions que peut avoir un instrumentiste dans ce qu'il a connu de l'enseignement. Est-ce que tu vois d'autres freins à la prise en charge de ces patients-là, qu'ils soient amateurs ou professionnels? Alors, des freins à la prise en charge dans le sens où quand ils sont déjà au cabinet ou... Avant, Avant, et puis quand ils sont au cabinet. Bon, déjà, je pense qu'il y a un gros travail à faire en prévention primaire, c'est-à-dire d'aller un peu informer dans les conservatoires, dans les écoles de musique, que jouer avec une douleur, c'est pas forcément normal. Alors, bien sûr, il y a la douleur du débutant qui est parce qu'il force beaucoup, parce qu'il est en train d'apprendre et parce que c'est dans son apprentissage. Donc c'est peut-être pas forcément là où on a le plus intérêt à essayer de modifier quelque chose au niveau de sa technique. Mais par contre, juste lui dire que au fur et à mesure du temps, s'il conserve des douleurs, c'est peut-être qu'il y a des choses à revoir. C'est très compliqué d'intervenir sur un musicien étudiant, débutant, je dirais même. Voilà. Donc, il faut par contre leur donner des notions là d'échauffement, des notions je dirais, de planification et de gestion de leurs répétitions et de leurs entraînements, plutôt que des conseils posturaux, parce qu'ils sont en train de découvrir leur instrument. Donc là, il faut laisser, je pense, la place vraiment aux gens dont c'est le métier, donc les professeurs de musique. Et nous, on intervient quand, on va dire, la posture et l'instrument est déjà quelque chose d'un peu d'acquis au niveau moteur, où le musicien devient un peu plus expert moteur. Et là, on va pouvoir aller optimiser, parce que sinon, on peut rentrer en contradiction et ça peut ne pas être productif. Donc je pense qu'il y a ce côté-là, de la connaissance et de juste dire à des gens qui commencent la musique que ça reste un effort musculaire, tendineux, articulaire, dans une certaine position, et que donc il y a certains conseils qu'il faut, voilà, le principe de pause, le principe d'hydratation, le principe des choses toutes bêtes, mais qui ne sont pas du tout connues et dont on ne parle jamais. Enfin moi, en tout cas, dans mon cursus, on ne m'en a jamais parlé. C'est vrai. Et pendant la rééducation, est-ce que tu as noté des choses avec ces patients ou ces patientes que tu as vues qui entravaient un peu les progrès? Pendant la rééducation, qui entrave les progrès, quand il y a une rechute dans la rééducation, c'est-à-dire que quand on est sur de la quantification de stress mécanique, quand on est sur justement en train parce qu'on tâtonne un petit peu, hein, on cherche l'équilibre entre certaines choses, des fois ça peut arriver que le patient ait une douleur alors que ça allait mieux. Et donc la gestion de la rechute, ouais, ça peut être des fois un peu freinant. Alors si on l'a expliqué avant, je pense que voilà, si on considère que la pathologie est susceptible d'avoir comme ça des phases dans la progression, des phases d'irritabilité, si on l'a expliqué au début, ça passe beaucoup mieux. Mais ça peut être des fois un moment où on perd, comme avec d'autres patients, mais où on perd l'adhérence du musicien et donc du coup potentiellement la suite de la rééducation. Oui, puis j'imagine que ces musiciens que tu vois, qui sont par exemple en tournée ou en train de répéter des œuvres, ils peuvent pas forcément s'arrêter, un petit peu comme des sportifs qui auraient des pathologies un peu d'overuse, de surcharge. Et peut-être que ça peut être aussi un frein. Je peux me permettre d'avancer sur une autre question.
par rapport aux pressions, parce que tu as parlé effectivement des pressions, des concurrences qui existent entre musiciens. C'est vrai que dans un orchestre, lorsqu'il y a, tu me dis si je me trompe, mais par exemple quand il y a un pupitre qui s'ouvre, je sais pas, au niveau des violons par exemple, il y a une concurrence qui se met en place, il y a un concours d'entrée. Et une fois qu'on est dans l'orchestre, en fait, il faut aussi continuer de faire ses preuves. Et ça, j'imagine que ce sont des pressions qui sont dures pour ces patients qui se retrouvent blessés, peuvent peut-être soit perdre leur place, soit en tout cas être mis sur un autre positionnement dans l'orchestre. Est-ce que tu crois que ces pressions ont un impact majeur dans le spectre psychosocial de la progression de ces patients? Oui, tout à fait. Et puis en plus, c'est pour le coup quelque chose qui est très étudié et qui est assez lisible dans la littérature. Tout ce qui est les facteurs donc, déjà d'exposition à un public, donc à un jugement, oui. D'exposition au chef d'orchestre, d'exposition aux collègues, d'autocritique, on va dire de considération de soi par rapport à son jeu, par rapport à son instrument, sont des facteurs qui sont très importants dans l'apparition de troubles musculo-squelettiques et parfois dans le maintien de certaines douleurs dont on connaît aujourd'hui que ces facteurs peuvent influer grandement sur le ressenti douloureux et oblige des fois force le musicien à rester dans une situation qui n'est pas du tout confortable. Donc oui, il y a de la compétition. Il y a un concours d'entrée, les places sont chères parce qu'il y a du monde. Donc du coup, il y a aussi après, une fois qu'on est rentré, la compétition qu'il y a dans l'orchestre en lui-même. Il y a la pression du chef d'orchestre. Il y a des chefs d'orchestre qui sont plus pathogènes que d'autres dans leur manière de faire répéter, dans les œuvres jouées aussi. Les œuvres jouées sont un facteur. Mais il est évident que le côté psychosocial joue un rôle très très clair et très net dans l'apparition et le maintien de certaines douleurs. Je fais juste une aparté. Au moment où tu as parlé d'un chef d'orchestre qui pourrait être un petit peu dur, j'ai pensé au film Whiplash, qui est une représentation extrême. Mais alors, si celles et ceux qui nous écoutent n'ont pas vu cet extraordinaire film, il y a tout dedans, notamment au niveau de l'impact psychosocial d'une pression. Bon, là, on est plus sur quelque chose de très... j'utilise le terme pervers narcissique, même s'il est discutable aujourd'hui en psychologie, mais en tout cas, on est sur comment on appelle ça, un harcèlement. Et je pense que dans certains orchestres, ça doit exister, ça. Ouais, alors peut-être pas dans les mêmes proportions. Mais un chef-d'œuvre au passage. Ouais, avec des morceaux, des solos de batterie qui sont extraordinaires. Exactement, ouais. Non, c'est un peu, c'est caricatural, mais dedans, dans le film, si on peut faire pas mal de parallèles avec ce dont on parle depuis tout à l'heure, on voit le mec qui joue jusqu'à saigner des doigts, parce que son objectif c'est le son, c'est le rythme, mais lui saigner, avoir mal, il s'en fout, quoi. Un sportif qui saigne, on va dire si c'est dans la performance, il y fera peut-être pas attention, mais si c'est en entraînement, il sait qu'il va falloir qu'il se gère un peu plus, en tout cas ils ont un peu plus de notions. Là lui il y va, tête baissée, boum boum boum, on y va, jusqu'à temps que ça passe, quoi. Et en force, pour le coup. Et je pense qu'il y a beaucoup de parallèles qu'on peut faire entre les sportifs de niveau qui ont, je pense notamment aux petits sports, entre guillemets, pas petits dans la charge physique, mais plutôt parce qu'ils ne sont pas médiatisés, parce qu'il n'y a pas d'argent. Pensons par exemple dans les Jeux Olympiques au bobsleigh par exemple, où vous allez avoir des personnes qui vont en chier toute l'année, qui vont bosser comme des malades pour une échéance. Avec ce truc qui est de dire qu'en plus ils ne sont pas bien payés. Et je pense qu'on peut se permettre ce parallèle entre les professionnels qui galèrent, je pense, financièrement, et qui doivent se préparer pour un concours parce qu'il y a une place qui vient de se libérer dans l'orchestre de Berlin, où ils vont être 200 à passer et puis il n'y en aura qu'un seul qui va être pris. Et derrière, on est sur quelque chose, je pense, et un stress et une charge de travail qui est proche de Jeux Olympiques ou de Championnats du Monde, où vous avez une échéance par an, je pense. Bien sûr. Alors après, c'est vrai que là, depuis tout à l'heure, on parle beaucoup de la musique classique, mais il y a aussi d'autres systèmes. Toute la musique actuelle, ça marche pas du tout comme ça. C'est pas des orchestres, c'est des groupes. Donc il y a aussi des fois une certaine précarité. Tu parlais de frein tout à l'heure, la précarité.
Aujourd'hui, moi, quand je propose un bilan à un musicien, c'est un bilan qui dure 1 heure et demie, voire 2 heures. C'est un bilan que je vais proposer à peu près une cinquantaine d'euros. Et ben, il y a des personnes pour qui c'est un frein. Et il y a un musicien qui a un problème. Bah bon. Donc du coup, on essaye de temps en temps, on essaye de s'arranger, hein, mais c'est pas évident pour lui de venir consulter et de venir dépenser 50 euros pour voir un kiné. Alors même si on essaye de faire beaucoup de choses à la première séance et on se voit pas trop régulièrement, c'est plus des points avec un suivi sur du long terme. Bah, ça peut être un facteur limitant dans la prise en charge, la précarité de certains musiciens qui au niveau financier sont déjà just pour vivre. Tu parlais justement de la... tu as tout à fait raison de faire ce point-là parce que on parlait beaucoup de la musique classique. J'ai une question. Est-ce que dans les études, c'est surtout des populations de musiciens classiques qui sont étudiées ou il y a un peu de tout, il y a aussi de la musique actuelle, la variété, etc. En proportion, c'est énormément de musique classique, un petit peu de... En fait, ce qui est simple, c'est un orchestre, c'est pareil, c'est une population qui se voit souvent, qui est souvent au même endroit, donc à étudier, elle est beaucoup plus simple. Pareil pour les étudiants. Dans les écoles de jazz, on a quand même quelques études aussi, dans les cursus de jazz. Par contre, en musique actuelle, beaucoup moins. Beaucoup moins d'études parce que population plus difficile à recruter, à étudier, qui est en tournée à droite à gauche, machin et tout. Donc beaucoup plus difficile. Ok. Déjà on a fait un petit état des lieux des pathologies musculo-squelettiques. Juste un truc qu'on a peut-être oublié. Moi je suis absolument nul dans cette pathologie-là, mais est-ce qu'il y a des dystonies ou des choses comme ça Alors c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup parlé des pathologies. On va juste refaire un petit point. Donc beaucoup de pathologies, on va dire, de surcharge musculo-squelettique, dans laquelle on va trouver on va dire spécifiquement quelque chose qu'on appelle l'overuse syndrome ou le syndrome de surutilisation, qui peut être donc spécifique s'il y a une imagerie positive, donc une tendinopathie, une ténosynovite, voilà. Une bursite, voilà, exactement. Ou non spécifique, c'est-à-dire que chez le musicien, on a de temps en temps donc un trouble inflammatoire musculaire qui est présent avec une imagerie qui est pas du tout nette, pas en faveur d'une tendinopathie. Et donc là, on sera dans le cadre qu'on appelle communément un overuse syndrome ou un syndrome de surutilisation, du coup non spécifique. Donc ça, c'est quelque chose d'assez spécifique chez les musiciens et qui est quand même assez fréquent. Voilà, donc ça c'est pathologie musculo-squelettique. On a un peu, chez les violonistes, un peu de syndrome de traversée thoraco-brachiale, ça peut arriver. Avec la tension et la position qui peut favoriser ça. Il y a des syndromes canalaires, un peu de compression. Des fois, c'est la compression de l'instrument lui-même sur une zone du corps. Et des fois, c'est juste la posture la posture qu'impose l'instrument qui peut favoriser ça. Et donc, dans les troubles neuro, on a effectivement ce trouble un peu spécifique qui est la dystonie de fonction, qui est un trouble un peu particulier, qui est donc une contraction, une co-contraction involontaire agoniste-antagoniste, qui fait donc un peu comme alors ça a été décrit au départ chez les écrivains, comme la crampe un peu de l'écrivain, c'est ça. Et ensuite ça a été développé chez les violonistes, chez les musiciens. Et donc cette pathologie qui est très particulière à voir et à rééduquer. Tu peux nous expliquer rapidement, sans rentrer dans les détails, les principes de cette atteinte ? Alors, donc là, en ce moment, il y a plusieurs... on n'est pas sûr encore de l'étiologie. Il y a des facteurs qui sont identifiés, comme effectivement le jeu très intensif, avec des douleurs, une fatigue qui est présente depuis un petit moment, des troubles musculo-squelettiques déjà présents peuvent favoriser l'apparition de cette pathologie. Alors en termes d'étiologie, comment je vais aborder ça ? Le truc le plus, qui me semble parler le mieux, c'est justement un continuum qui a été proposé par un auteur qui s'appelle Alten Müller, qui travaille beaucoup sur cette pathologie et qui lui fait un continuum entre le trouble musculo-squelettique et l'atteinte neurologique. Donc il y a un trouble musculo-squelettique qui se met en place, qui devient pérenne
à cause de facteurs de risque, donc musculeux en termes de charge, en termes de facteurs psychosociaux, etc. etc. Ce trouble dure, et au final, il arrive par modifier le schéma moteur. Il arrive à s'ancrer quelque part dans le schéma moteur du musicien, et donc ça donne après un trouble neurologique, avec vraiment quelque chose qui est totalement involontaire et qui est assez compliqué à rééduquer. Et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. J'imagine qu'il vous a laissé sur votre faim. D'ici 15 jours, retrouvez la suite de l'entretien où il sera question de prise en charge. Louis nous donnera également une flopée de références. Alors, abonnez-vous pour rester connecté. À très vite et merci.